se rassemblent une élite plutôt que dans un espace large et difficilement définissable. Par exemple, à Marseille, dans le quartier du Panier, se sont installés des immigrés italiens, corses puis arabes, alors que résident dans les périphéries de la ville les communautés de gens du voyage, qu'elles soient andalouses, catalanes ou pieds-noirs. Donc la mer Méditerranée est aussi représentée comme vecteur de communication. Installée depuis des générations dans les ports du pourtour méditerranéen, les minorités de juifs, de grecs et d'arméniens, ayant servi d'intermédiaire dans le commerce longue distance, en sont l'exemple typique. Mais prenons l'exemple du port d'Izmir. Izmir est situé à l'extrémité de l'Asie mineure et est plus proche des ports italiens que ne l'est Istanbul. Au XVIIe siècle, les négociants européens, vénitiens, hollandais, anglais et français, menaient leur activité grâce à des intermédiaires juifs, grecs, arméniens et musulmans. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les diverses communautés vivaient généralement en bonne entente, même si elles ne résidaient pas dans le même ancienne autour de la Méditerranée. Le programme Euromed Héritage nous a permis, l'Institut du monde arabe a candidaté au programme Euromed Héritage en 2004, dans le programme Euromed Héritage 3. Et l'Institut du monde arabe a pour ce faire constitué un consortium de 9 pays, donc la France, l'Espagne pour les pays européens, et aussi en face dans les pays du sud méditerranéen et est, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie et le Liban. Suite à la mise en place de ce consortium, nous avons également établi un comité scientifique mixte qui regroupait des personnalités françaises, européennes et issues du monde arabe pour la constitution d'une base de données sur la Méditerranée avec en question sous-jacente le questionnement de savoir s'il existait une identité méditerranéenne. Et si l'on pouvait parler par le biais de l'art, du patrimoine et des réalisations artistiques en Méditerranée pendant la période médiévale, de savoir s'il était possible de déterminer une identité méditerranéenne et auquel cas, quelle était-elle. Donc le projet s'est inscrit dans cette période médiévale et moderne qui était un espace يحب استكفي من n'importe quoi man la caméra يروح حنبك ليلى غير ايماج وحده الولاد ولادنا J'ai été invitée à participer à cette conférence. Je ne connaissais pas vraiment cette notion d'espace culturel euro-méditerranéen. Et oui. Donc j'ai d'abord naïvement pensé qu'il s'agissait d'une coopération culturelle entre les pays européens et non européens du bassin méditerranéen. J'ai ensuite compris que les pays européens non méditerranéens faisaient également partie de cet espace, vu comme un espace d'échange entre les pays de l'Union européenne et leurs voisins méditerranéens ne faisant pas partie de cette union. Enfin, j'espère que c'est clair. Mais c'est un peu ce qui a été dit en introduction, donc voilà, beaucoup plus clairement. Du point de vue cinématographique, cette coopération se traduit par l'existence du programme Euromed Audiovisuel, qui en est actuellement à sa 3e phase. Donc, Euromed Audio, ce que je vais vous dire se trouve déjà sur le site d'Euromed Audiovisuel de manière beaucoup plus détaillée, donc je vous le dis un peu rapidement et si ça vous intéresse vraiment, vous irez sur le site. Donc, qui paraît trop loin ou des codes qui sont trop loin des codes culturels européens et du coup, ce qui fait que le cinéma n'arrive pas à passer la frontière. Je ne pense pas que ce soit exactement ça. Je pense qu'on pourrait peut-être, par rapport au cinéma palestinien, on a ici quelqu'un qui connaît bien, qui n'a pas échappé à la prise de parole, elle essaye, mais en fait je pense que c'est plutôt, parce qu'il y a un cinéma palestinien qui est vu aussi, mais c'est peut-être ce qui est intéressant justement, et qui est très révélateur de ce que je dis, c'est justement le cinéma palestinien et peut-être de se demander si ce mode de financement non pas empêche le cinéma palestinien d'être vu en France par exemple ou en Europe, mais un certain cinéma palestinien. C'est-à-dire qu'on a vu quelques films palestiniens et
justement, le cinéma palestinien, c'est un certain cinéma palestinien qu'on voit ici. Et le cinéma palestinien qu'on va voir ici, c'est quand même le cinéma qui va parler de dialogue, de rencontres, de passage de frontières, de manière allégorique d'unifier le territoire, que ce soit en parlant très très bien, et la question n'est pas de hiérarchiser, mais je veux dire, ça va être un peu ce cinéma-là qu'on va voir, que ce soit formaté ou pas. Et il y a aussi, et ça c'est vraiment les gens qui étudient sur le terrain qui nous le disent, parce que même moi qui ai étudié ces cinémas, mais vraiment par un corpus auquel j'avais accès ici, je ne connaissais pas ces films-là, sur le terrain là-bas, il y a un tout autre cinéma qui esthétiquement n'a rien à voir. Et en même temps, il y a aussi la question de la réception qui quand même peut nous poser question. Parce que finalement, il n'y a pas que la réception ici, il y a aussi de se dire que si un film palestinien est extrêmement bien reçu en Europe, obtient de nombreux prix, etc., et que dans les territoires palestiniens, il est extrêmement mal reçu, divise beaucoup. Alors je dis pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand même ça mérite, pour moi, réflexion. Donc, alors je ne sais pas si ce que j'ai dit est assez clair, mais peut-être que Laure peut nous éclairer un peu plus sur ce qu'elle pense, elle, de ce qui est financé, de ce qui n'est pas. Est-ce qu'il y a vraiment... moi, d'après ce que tu me disais, je pense qu'il y a une vraie césure, qu'il y a une vraie différence entre ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas toujours... En fait, pour moi, c'est pas deux mondes qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a en effet un certain nombre de cinéastes palestiniens qui ont accès à force de travail, de rencontres, etc., aux sphères de l'industrie et au marché en fait du cinéma international. Il y a surtout depuis le milieu des années 2000, beaucoup d'aspirants réalisateurs, on va dire, qui ont bénéficié de petites formations ici et là dans des ONG ou dans des instituts culturels en Palestine et qui commencent peu à peu à faire des films. Mais dans l'ensemble, dès que quelqu'un commence à faire un long métrage, que ce soit documentaire ou on trouve beaucoup de choses dans la Méditerranée aujourd'hui. Et puis tout autour aussi. La bouteille, oui. Des villes, des villages, des pays, des fleuves, des hommes, des femmes, des enfants, des plantes, des fées, des ogresses et des ogres encore. Pire, des beaux livres, et puis des livres affreux. Heureusement, on trouve encore des poissons, et puis des grands personnages, qui sont certaines fois aussi sortis des livres ou sortis des contes. Des reines, des rois, des princesses, des princes, des gens riches, des gens pauvres, qui sont toujours en attente d'un monde un peu meilleur. Eh bien, dans ces endroits qui existent autour de la Méditerranée, il y avait un lieu qui était un très très beau jardin, dans lequel se promenaient trois ravissantes jeunes filles. Une belle disait « Oh, si le roi m'épouse, avec un grain de blé, je lui ferai des crêpes pour lui et pour toute sa maisonnée. » L'autre dit « Ah, si le roi m'épousait, d'un morceau d'étoffe très pâle, je lui ferai un manteau brodé d'or. » La troisième dit « Moi je prendrai un petit peu de temps, et peut-être que je lui ferai
2 beaux enfants. L'une sera une fille et l'autre sera un garçon. Alors, vous pensez bien que dans les parages, un roi, n'importe lequel, pouvait se promener dans le jardin, mais ne se montrait pas, mais qui entendait tout. Alors il décida, comme les rois le font assez souvent, comme ils sont rois, eh bien, il les épousa toutes les 3. C'est un privilège du roi. Vous ne le saviez pas. Et alors, il dit à la première, n'est-ce pas? Il dit, ben voilà, aujourd'hui je te donne un petit grain de blé et j'aimerais que tu me prépares un grand petit déjeuner pour demain matin avec beaucoup de crêpes pour tout mon entourage. Bien entendu, c'est tout notable. À la deuxième, il dit, voilà un morceau de tissu. Je pense que tu peux en faire un manteau brodé d'or. Ce qui, bien sûr, n'arrivera. La troisième, vous vous en doutez un peu, après quelque temps, eh bien, elle était proche de mettre au monde et elle mit au monde 2 beaux enfants. L'une était fille et l'autre était garçon. Dans les contes, on dit l'un était garçon, l'autre était fille. Enfin, on peut inverser un petit peu avec les renoms méditerranéens, n'est-ce pas? Le monde change. Mais les 2 premières épouses, comme vous le savez, pouvaient être jalouses. Et donc elles allaient voir la sage-femme et lui dire écoute, sage-femme, voilà ce que nous proposons. Voici ce coffre dans lequel il faut mettre ces 2 enfants. Et il faut amener ce coffre et le jeter dans la mer. Vous ne cacherez pas que la ville où était le roi et 3 reines était une ville de la Méditerranée, dont vous vous souvenez peut-être le nom. À la place, tu mettras ces 2 chiots dans le berceau. Des chiots qui ne lui ressemblent pas du tout. Ce qu'elle fit. Le roi, furieux, lorsqu'il vit dans le berceau les 2 chiots, et le roi n'était pas du tout préparé à avoir des chiots à la place de petits-enfants et beaux-enfants, eh bien, il envoya cette 3e épouse en prison, naturellement, avec un petit peu d'eau et puis un petit peu de pain. Voilà. Voilà. C'est vrai que mon conte pourrait s'arrêter ici. Ben oui, hein, comme une petite embarcation légère, comme on a vu dans notre film, qui coulerait en pleine mer Méditerranée. Mais, comme font les contes, vivait dans cette ville un vieux couple de pêcheurs qui n'avait jamais eu d'enfant. Et un jour, vous vous en doutez, le pêcheur partit, jeta son filet, et au moment où il voulait le retirer, il y a un immense poids qu'il n'avait pas connu jusqu'à présent. Alors il se mit à tirer, jusqu'au rivage. Et là, alors, il s'était mis à rêver déjà en disant oh, il doit y avoir un magnifique poisson, je pourrais prendre un marché, on pourra faire des économies avec ma femme, on pourrait peut-être se balader dans les royaumes du roi, des choses comme ça. Et puis, il tirait, jusqu'à ce qu'il ramène au rivage et qu'il découvre un coffre énorme. Mais lui aussi, furieux comme le roi l'avait été, il rejeta le coffre à la mer. Mais le coffre en revenait. Il le rejetait et le coffre en revenait. Tant et si bien que Germain Pizet dit bon,
Peut-être qu'il faut que je le ramène à la maison et ma femme trouvera comme font les femmes. Bien, la façon de l'employer, de le mettre dans notre chaumière, qui était vraiment pour m'oublier. Il revint à la maison. Sa femme fracassa la serrure du coffre et l'ouvrit. Et alors là, vous imaginez, une lumière aussi resplendissante que celle-ci envahit la chaumière pauvre du 19e arrondissement. Et, à l'intérieur, elle vit deux beaux enfants, l'une endormie dans les bras de l'autre. Et vous pensez bien que, ayant pris les deux enfants, elle découvrit encore, n'est-ce pas, ces petites pièces d'or que la Méditerranée est capable d'inventer pour les enfants qui, certaines fois, s'y trouvent abandonnés. Quelques années plus tard, après qu'ils lui eurent donné deux prénoms, l'une, la fille s'appelait Bienheureuse, et l'autre Bienheureux, Aziza et Aziz. Ils furent ravis d'entendre l'histoire que leurs vieux parents leur racontèrent un jour avant eux aussi de disparaître. C'est alors que commença une toute autre histoire que je ne peux vous raconter. À cause de ce mauvais temps qui a lieu pour nous dans ce terrible mois de mai. Alors, pour vous si possible, et si vous le souhaitez, eh bien, je reviendrai. Alors au revoir et merci vraiment d'être venu à nouveau. Ça nous fait, enfin, vous pouvez imaginer l'émotion qu'on a de terminer cette année par ça et de réaliser enfin ce projet pour lequel on a mis de nous, quoi. Donc voilà. Merci et bonne soirée.